Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Tarotor. Le concept est toujours le même, je vous propose de découvrir des autrices et des auteurs sous un nouveau jour. 12 questions reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, soit une série d'étapes qui construisent le voyage du héros. Une structure narrative qui a donné la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous permettre de mieux comprendre mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de jeu de rôle grandeur nature. En effet, c'est dans ce milieu que j'ai fait la connaissance de notre invité du jour et cette activité sera évoquée à plusieurs reprises dans l'interview. Pour la version courte, sachez que le GN, grandeur nature, est un jeu dans lequel les participants incarnent physiquement des personnages dans un univers fictif. Ils deviennent le héros de leurs propres histoires. C'est une activité principalement associative qui peut réunir un nombre de joueurs allant de 2 à des milliers pendant quelques heures, voire plusieurs jours. Pour en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération française de grandeur nature, la FEDGN, ou regarder des vidéos sur YouTube comme celle de Clueless Cora, voire même celle que j'ai réalisée il y a 8 ans et que je n'assume plus assez pour mettre un lien direct. Mais aujourd'hui, pas de jeu ni de personnage, et le héros de l'heure qui va suivre, c'est Christian Lehmann. Je m'appelle Christian Lehmann et je suis romancier depuis 1988. J'ai écrit plusieurs romans considérés comme des romans noirs, même s'ils étaient publiés en littérature blanche au départ, puis des romans pour la jeunesse, des livres pour les enfants et divers essais. Et depuis le début du confinement, j'ai écrit le journal de pandémie dans Libération qui va être publié en mars 2022 aux éditions de l'Olivier. Que ce soit en écrivant des polars pour adultes, des romans jeunesse, des livres pour enfants, des essais politiques ou même ses chroniques dans Libération, Christian ne s'est jamais laissé limiter par son médium, se concentrant sur ce qu'il maîtrise le mieux, la narration. À noter, puisqu'il ne l'évoquera pas dans l'interview, que Christian fait partie de ces gens qui m'ont vraiment impressionné durant le Covid. Il s'est beaucoup impliqué, allant jusqu'à superviser l'ouverture d'un Covidrome à Poissy. Il est d'ailleurs une source d'informations médicales très pertinente sur Twitter. Pour Christian, nous avons rapidement opté pour un jeu qu'il possède également, le Darkwood Tarot. Avec ce jeu, Sacha Graham a souhaité tout particulièrement explorer les contrées de l'âme humaine pour s'adresser à ses ténèbres. Elle s'est pour cela adressée à une artiste talentueuse, à l'univers gothique, Abigail Larson. Ensemble, elles ont conçu cette plongée dans les profondeurs de notre forêt intérieure, un jeu visant à laisser s'exprimer notre inconscient et à saisir sa noirceur. Graphiquement, le jeu est superbe. Le style un peu Disney de Larson parlera au plus grand nombre et son atmosphère gothique chic à la Elvira ou Tim Burton est également très convaincant. Au niveau de la conception, pour une trentaine d'euros, vous aurez droit à un beau coffret bien solide et un livret épais et bien complet. Par contre, le carton des cartes est un peu mince et comme souvent en grande distribution, les tranches ne sont pas colorées. Au niveau des regrets, même si c'est inhérent au style de l'artiste, on pourra regretter le côté très consensuel des dessins et surtout l'absence criante de diversité. À l'exception du magicien et de la force, ces personnages sont tous de jeunes sylphides diaphanes. L'imaginaire convoqué ici s'en trouve donc très limité. Pour autant, il faut admettre qu'à ce prix et à ce niveau de qualité, le jeu reste une valeur sûre. A noter qu'Abigail Larson a également illustré un tarot, L'étrange Noël de Monsieur Jack, que tout fan du film se devrait d'avoir. Mais maintenant, voyons ce que le jeu va nous révéler sur l'histoire de Christian. Alors c'est The King of Swords, le roi d'épée. Un homme assez hiératique, dans une grande robe qui rappelle le roi des elfes dans le Hobbit, qui est pieds nus, avec une grande épée et un vautour au-dessus de lui. La famille des épées est la famille de l'intellect. Le roi est une figure d'autorité, c'est une carte qui évoque la maîtrise. Le roi d'épée est un symbole de pouvoir et de supériorité intellectuelle. C'est une carte froide et logique qui agit sans influence des émotions. C'est une carte parfaite pour représenter les institutions. Si ça doit faire penser à la question des origines, moi je descends d'une vieille famille de la noblesse française, les Rohan, et il y avait toute une... on va dire il y avait une forme de légende familiale. Les Rohan étaient protestants et avaient dû fuir le territoire français au moment des guerres et des massacres religieux, pour se réfugier un peu partout, en Inde et puis en île Maurice, où est née ma mère.
Et donc il y a toute une espèce de geste familial fantasmé, comme quoi les méchants catholiques nous avaient piqué nos terres et nos châteaux à Pontivy, à Rohan, etc. Et ensuite, c'était mis au service du roi, du pape, puis du RPR, alors que nous qui étions purs et de sang noble, on avait préféré partir dignement comme des princes. Et il y a surtout, dans l'histoire familiale, un Rohan qui meurt sur ou sous son cheval à la bataille de Rheinfeld. Donc c'est une espèce de grande geste familiale. Et en fait, quand Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux, mon cousin Michael Rohan est à Oxford et va aller l'interroger quelques années après, parce que la mort de Théoden, sous son cheval, Théoden de Rohan, ressemble beaucoup à la mort de mon ancêtre à la bataille de Rheinfeld. Et Tolkien lui avait fait passer un petit mot en disant qu'effectivement il s'était basé là-dessus. Voilà. Voilà à quoi me fait penser la carte. C'est le 5 de Pentacle. On est dans la forêt, dans la neige apparemment, avec des grands arbres. Il y a une jeune femme brune avec un châle qui est habillée assez pauvrement, et derrière elle il y a un jeune homme pieds nus, lui aussi habillé un peu pauvrement, qui a mis genou à terre. On ne sait pas si éventuellement il a essayé de la courtiser et elle se retourne, elle se détourne de lui, ou on dirait qu'elle le congédie. La famille des Pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 5 est celui du changement et des crises. Le 5 de deniers évoque la pauvreté, l'inquiétude. C'est une arcane qui rappelle l'importance de prendre soin de soi et peut-être de se détacher des contraintes matérielles pour plus de spiritualité, de prendre de la distance. Ce qui m'a poussé vers l'écriture, je pense, c'est le fait que quand tu es enfant, tu n'as pouvoir sur rien. Tu es à la merci des adultes, même si ma famille est une famille très aimante et soutenante. Tu es à la merci des adultes, tu es à la merci de ce qu'on veut bien te dire. C'est eux qui choisissent ce qu'il faut faire. Et lorsque j'étais en cours préparatoire CE1, à la fin de l'année, la maîtresse, Madame Aumont, nous a donné le cahier de classe sur lequel chacun de nous, on avait travaillé toute l'année. Et on a quitté la classe pour la dernière fois. Et moi, j'étais stupéfait, parce que ce cahier, pour moi, représentait l'école, qui était une valeur assez sacrée, et elle n'était jamais sortie de l'école. On n'avait pas le droit d'emmener le cahier de classe à la maison. Et là, elle nous l'a donné. C'est un cahier que j'ai encore, qui a une couverture noire. Il y a une page avec des lignes et puis une page blanche pour dessiner. Hein. Et donc elle nous a rendu ça, on l'a ramené, et moi je me souviens, enfin comme si c'était hier, comme on dit, même si c'est un cliché, je me souviens que je disais, il y a un bug, quoi, c'est pas possible, elle a fait une erreur. Et moi je me faisais des fantasmes du style, pendant la nuit, en gros le GIGN va venir taper à la porte et des gens dire, Madame Lehmann, Christian peut sortir avec les mains sur la tête, à partir du moment où il rend le cahier, il ne vous sera fait aucun mal. Je pensais qu'il y avait un grand... Et donc, le lendemain, le cahier était toujours là. Et mes parents ont travaillé tous les deux, donc j'étais avec mon frère et ma sœur dans un petit appartement à Meudon-Bellevue dans la région parisienne, probablement avec une dame qui nous gardait. Et ne sachant que faire, cet après-midi-là, j'ai pris mes crayons de couleur, un truc, et j'ai écrit une histoire qui est une histoire de corsaires qui se font attaquer par des pirates sur un bateau. Donc j'ai écrit l'histoire, et puis j'ai fait le dessin à côté. Et en fait, j'y ai passé tout l'après-midi. Et quand j'ai entendu mes parents mettre la clé dans la porte et rentrer le soir, il y a eu un moment de « Ouh, j'aurais jamais dû écrire sur le cahier », donc je l'ai refermé. Et le lendemain, quand je l'ai ouvert, j'ai vu que, évidemment, l'histoire était toujours là. Et j'ai commencé à lire. Donc, le capitaine est touché, il va mourir, M-O-U-R-I-R-E. Misère, misère, M-I-Z-R-E. Misère, misère, il va mourir, misère. Et j'étais... Vraiment, je me souviens, hein, j'ai été stupéfait, c'est-à-dire que j'avais créé une histoire, j'avais fait vivre des personnages, en fait j'étais Dieu.
J'avais 7 ans et demi, et j'avais pouvoir sur rien, mais là, j'avais créé une histoire. Et donc, j'étais Dieu. Hein. Donc, j'ai lu énormément de bouquins, des livres qui n'étaient pas de mon âge, comme disait ma mère. J'ai bouffé des bouquins pendant toute mon adolescence, j'ai commencé à écrire des petites histoires. Et il y avait cette notion voilà, de faire vivre des choses, des gens, alors que j'avais vraiment une impression d'impuissance totale étant gamin. Donc voilà comment ça a commencé. La carte, c'est l'as d'épée, Ace of Swords. Une montagne, un grand nuage et une main qui tient une épée levée avec la couronne d'un roi. Ça m'évoque pas particulièrement quelque chose. Le chiffre 1 évoque la force primordiale, l'énergie brute, la graine qui va éclore. L'as d'épée peut donc tout simplement faire référence à une nouvelle idée, mais aussi au fait d'affronter ses problèmes avec logique et analyse, de savoir se montrer raisonnable. Le fait de se montrer un peu raisonnable. Donc, moi j'ai fait des études, j'étais très bon en langue, en français, on lisait mes dissertations à toute la classe, chaque fois quasiment. Si on ne le faisait pas, je me disais merde que j'avais failli. Et tous mes profs voulaient que je fasse un métier, que je fasse une section littéraire et que je fasse un métier. Et en gros, on me disait, tu voudrais écrire, tu voudras continuer à écrire, deviens instituteur, professeur ou ambassadeur, en gros, et comme ça, voilà. Une idée d'un tracé comme ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était tout à fait autre chose. D'abord, j'avais conscience, ayant quand même 15 ans à l'époque, j'avais conscience que j'avais strictement rien à dire du monde. J'avais une conscience aiguë que écrire, c'est pas seulement raconter une histoire, c'est aussi passer une vision du monde, c'est pas juste. Hein. Et j'en avais pas puisque je connaissais pas le monde. Et pour moi, une des façons de connaître le monde, c'était de voir des gens nus. Et c'est ça qui m'a attiré en médecine. Quand je dis nu, ça veut dire aussi bien nu physiquement, parce que les années, moi je suis né en 1958, les années 60, c'est des années qui sont extrêmement répressives. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se rendre compte à quel point. C'est des années, je le dis toujours, où Yvonne de Gaulle, la femme du général, peut à l'arrière d'une déesse dans Paris voir l'affiche de film La religieuse d'après Diderot, etc. et dans lequel on voit une poitrine de femme tout à fait recouverte de tissu avec une croix, etc. Mais trouver que c'est trop suggestif et la faire ôter des murs de Paris. C'est ce type de monde dans lequel j'ai grandi. Et donc, pour moi, il y avait un secret à percer, si j'ose dire. C'est même pas un secret érotique, mais du côté de du charnel, quoi, du nu de la vie. Et aussi parce que je me disais que je voulais... mes parents, qui étaient des gens, encore une fois, très aimants, travaillaient dans la comptabilité. Ma mère à l'UNESCO, mon père était conseiller juridique et fiscal. Donc, je ne dis pas qu'ils parlaient de chiffres tout le temps, mais c'était cet univers-là. Moi, j'étais nul en maths, c'est un univers que je ne comprenais pas du tout et qui ne m'intéressait pas. Et je me disais, si je suis médecin, déjà, je serais toujours utile à quelqu'un ou à quelque chose. Et j'apprendrai quelque chose du monde qui est caché jusque-là. Et donc, le refus, ça a été le mien. C'était le refus de suivre une voie qu'on m'indiquait comme étant toute tracée. Et en fait, je pense que ce refus a été salutaire parce que c'est le fait d'être médecin qui ensuite a fait de moi un écrivain. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, c'est des études qui sont extrêmement prenantes, mais j'ai découvert le jeu de rôle. Et donc j'ai créé comme ça dans ma tête, et j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et une part de moi disait, mais de toute façon, tu ne deviendras jamais écrivain, parce qu'il y a tellement peu de gens qui réussissent en littérature que, les dés ne sont pas de ton côté, et au moins là, tu es utile à quelque chose, et puis tu peux écrire tes histoires dans ton coin. Mais j'avais conscience à l'époque de ne rien connaître du monde. Et en fait, j'ai appris des choses sur les gens, sur le monde, sur moi,
société autour de nous à travers ce poste d'observation particulier qui était l'hôpital, les services d'urgence, les services de réanimation. Voilà. Oh, c'est étonnant. Alors, c'est le King of Cups. C'est un homme barbu, hiératique, très bien habillé, qui est à genoux et il a une coupe en main et de cette coupe sort une sylphide, une fée, on ne sait pas, c'est ce qui sort du breuvage. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le roi de coupe est une carte qui représente le fait d'être en accord avec ses émotions, de ne pas se laisser submerger. L'arcane évoque aussi la diplomatie, le fait de voir tous les aspects d'un problème et d'y faire face. Le roi de coupe est l'artiste par excellence, en parfaite maîtrise de son art et de ses sentiments. Alors, est-ce que j'ai eu un mentor? Alors, j'avais des auteurs que j'adorais, mais je les adorais pour ce qu'ils étaient, en n'ayant aucune intention de les copier ou d'autres. Par exemple, très jeune, vers 13-14 ans, j'ai lu Philip Roth et j'ai été extrêmement touché, et ça continue à être un de mes auteurs préférés, alors même que j'avais aucune envie d'écrire selon cette veine. Quand j'avais peut-être 17-18 ans, je suis allé en Angleterre et je suis allé au mariage de ce cousin Michael Rohan. Et là, comme il écrivait des nouvelles de science-fiction, je me suis retrouvé entouré d'auteurs de science-fiction que j'ai revus après dans des conventions de SF en Angleterre, à Londres, à Glasgow. Et j'ai rencontré dans ces années-là des très grands anciens, Theodore Sturgeon, Brian Aldiss, des gens plus jeunes comme Christopher Priest, Robert Holstock qui a créé la saga de Mythago Wood, la forêt des mythes-images, et ça me fait penser à ça. Et puis un ami qui est malheureusement moins connu en France, qui s'appelle Gary Kilworth. Et quand j'étais devenu jeune médecin généraliste, à peine installé en 1984, et que j'ai commencé à essayer d'écrire, et que ce que j'écrivais commençait à faire 40-50 pages, je me suis retrouvé chez Gary en Angleterre, et je lui en ai parlé, et il m'a dit « Écoute, ce que tu as, c'est le début d'un livre, mais pour le moment, ce que tu as écrit, c'est extrêmement symbolique. C'est-à-dire chacun des personnages représente un symbole. J'ai presque envie de dire comme tarot. Il faut que tu attendes, il faut que tu le laisses mûrir, et il faut que tu humanises ces personnages. Il faut qu'ils viennent des êtres humains et pas des gens qui portent une notion que tu voudrais être. Enfin, en gros, il faut que tu sois un écrivain, pas un artiste, pas un intellectuel. Et mine de rien, ce conseil a été extrêmement important. Voilà, donc oui, j'ai eu un mentor qui écrit des choses totalement différentes de moi, mais qui m'a dit ce qu'il fallait au moment où j'avais besoin de l'entendre. Voilà. Alors, c'est le soleil. Il y a un soleil jaune-orange dans un ciel orangé. Et il y a une très belle femme nue sur un cheval qui fait penser un peu à Lady Godiva qui passe en bas. Et donc, c'est le soleil. Le soleil est la carte de l'accomplissement et de la joie. C'est une carte très positive qui évoque la lumière en nous ainsi que celle qu'on peut faire rayonner sur le monde. Ici, la carte représente aussi l'idée de n'avoir rien à cacher et d'être en parfaite maîtrise de son destin. Non, je dis souvent quand j'ai été, parce que j'ai écrit un best-seller, Nos Passaran de jeu, quand j'ai été invité dans des classes de collège et de lycée, etc., j'ai expliqué aux jeunes que même si j'étais pas payé pour et que c'était interdit, j'écrirais. Mais il n'y a pas un moment particulier, je pense que je reviens au départ, quoi, à partir du moment où misère, ils ont tiré sur le capitaine, voilà, quoi. Je dirais, cette capacité de créer quelque chose qui n'existerait pas sans toi et de le partager avec des gens et de les toucher émotionnellement, profondément, alors que probablement tu ne les rencontreras jamais.
quand on fait un jeu de rôle, quand on fait un jeu grandeur nature, il y a un travail de préparation qui est plus ou moins long, et on donne énormément de soi pour un petit groupe de gens avec qui on se lie d'amitié, mais qu'on voit. Quand on écrit parfois pour, si on n'a pas de chance, quelques milliers de personnes, et si on a de la chance, comme pour nos passaranes de jeu, pour 350 000 à 400 000 personnes, qu'on ne verra jamais, mais qu'on aura touché. Et par le biais, par exemple, des réseaux sociaux, il arrive souvent que, par exemple, sur Twitter, des gens d'un seul coup fassent le déclic et disent « Mais attends, le Christian Lehmann qui est là et qui dit du mal de Didier Raoult et d'Emmanuel Macron, c'est le type qui a écrit ce livre que j'ai lu quand j'avais 13 ans et que j'ai gardé parce que j'en ai toujours gardé. » Et donc les gens me disent « Ah, c'est super. » Et que c'est super, que ça les a aidés. Il y a des gens qui m'ont dit clairement que c'est le premier livre qu'ils avaient lu et qui leur avait donné envie de lire autre chose. C'est très émouvant. Donc le déclic, c'est ça, c'est dire je peux toucher des gens avec ce que je raconte. Alors, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, le 5 d'épée, il y a une femme habillée en blanc qui est accrochée par la main avec une liane, donc qui ne peut pas se défendre. Elle a un bras autour d'un arbre, elle a 2 dagues plantées dans le dos qui saignent, et il y a une vilaine marâtre à côté d'elle qui a une 3e dague. Donc voilà, c'est des couteaux plantés dans le dos. Le 5 d'épée incarne la dispute, le conflit et les critiques. Que vous soyez le bourreau ou la victime, la carte vous invite à prendre de la distance avec la violence, à vous élever et aller de l'avant. Est-ce que j'ai eu des aides? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, c'est que quand j'ai écrit mon premier manuscrit, que je l'ai terminé, il s'appelait « Murmure dans les ténèbres », et c'est devenu mon premier roman, La folie Canoë. Quand je l'ai eu terminé, j'avais ce gros manuscrit. J'ai un ami qui me l'a tiré bien pour que ça ressemble à quelque chose, et j'en avais 20 exemplaires. Et j'avais conscience qu'en tant que jeune romancier, je n'aurais qu'une seule chance. Il n'est pas possible d'envoyer un manuscrit à un éditeur en disant « Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis, là, ça commence à me faire suer, je disais, donc je vous le donne, on pourra toujours en discuter. Mais non, les gens, ils ont autre chose à foutre de leur vie, donc tu leur donnes quelque chose. Le truc, c'est que tu dois les cibler en plein cœur. Soit ça les touche, soit ça les touche pas, mais c'est pas « Ah, j'aurais bien aimé, mais je vais le laisser tomber parce que donc il faut... » Bon. Et pour ça, je me disais qu'il était important d'avoir des lectures d'autres personnes, des gens très très différents qui me fassent des retours. Je l'ai donné à une dizaine d'amis à l'époque, qui l'ont lu. Certains m'ont juste fait un retour en me disant c'est bien. D'autres avaient un souci sur telle ou telle chose, ou n'avaient pas compris tel ou tel élément. Ça se passait entre autres dans un hôpital psychiatrique de Londres, donc il y avait des éléments à peut-être expliciter. Et je me souviens d'un ami qui était externe avec moi à l'hôpital de Poissy, mais qui est un type qui était plus âgé, qui avait fait un drôle de parcours parce qu'il avait été prof, puis il avait fait des études de médecine, puis il avait quitté ses études de médecine pour faire le tour du monde en bateau, etc. pendant des années, puis il était revenu, enfin bon, un parcours très... Et il m'a dit, mais il y a une scène qui ne fonctionne pas du tout, c'est la scène où l'héroïne, Sylvia Fuchs, qui est une jeune analyste, accepte la venue dans son appartement d'un de ses anciens amants, Colin Clive, qui est un type, elle ne le sait pas, qui est extrêmement manipulateur. Et bon, il lui fait l'amour dans la salle de bain, etc. Et cette scène sexuelle, que moi je trouvais très forte, était bourrée de clichés. Et en fait, on a passé 2 heures à lire la page et demie de truc et à éviter ces clichés. Je me souviens qu'il y avait un truc, il dit, il saisit ses hanches comme une arme. Et il m'a dit, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'effectivement, ça ne veut rien dire. Et ce qui est marrant, c'est que dans The Guardian en Angleterre, un
journal quotidien comme Libération ou Le Monde, chaque année, il donne un prix pour la phrase, dans un roman, la phrase de cul la plus lamentable et barrée. Et donc je me dis, j'ai bien fait d'avoir ce copain qui m'a aidé parce que tu peux pas décrire la sexualité en disant « il mit son pénis à l'intérieur de son vagin et fit un mouvement de va-et-vient tu vois, légèrement rotatif ». Non, il faut imager. Hein, et en même temps, imager, c'est courir le risque de faire de la merde. Et donc, quand tu vois la liste chaque année des 10 personnes, c'est des grands écrivains. Mais il n'y a personne pour leur avoir dit « mais putain, mais on ne prend pas des hanches comme une arme ». Donc j'ai eu des amis. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il y avait une qui était pharmacienne, l'autre qui travaillait à la poste, troisième était ouvrier, il y avait ma femme qui travaillait dans la communication, il y avait des gens mais vraiment très très divers, c'était pas des écrivains. Et pour la petite histoire, j'y pense là, on connaissait, ma femme et moi, un couple de gens un peu plus âgés, qui étaient très investis, ésotérisme, etc. Et le type nous avait dit, mais moi, j'ai un mentor à Paris, un homme plus âgé, qui a tout fait. C'est un de ces types, tu sais, un peu étranges et subtils à la Jodorowsky, qui ont un peu comme des gourous. Je peux lui montrer ton manuscrit. Donc je lui donne le manuscrit. Et je sais pas, moi, 3 semaines, 1 mois après, je le vois près du Panthéon, on va dans un café, et j'attendais de voir ce que l'oracle allait dire. Et donc on parle et tout, et je dis mon manuscrit, et il le sort de son truc et il dit je l'ai donné à mon mentor, il l'a soupesé, il m'a dit trop lourd, et il l'a posé. Ce qui fait penser à, tu sais, trop de notes. Un peu trop de notes, Votre Majesté. C'est cela, très bonne formule. Un peu trop de notes. Je suis désorienté. Et j'étais sidéré. J'étais sidéré, pas parce que j'étais blessé, j'étais sidéré que quelqu'un puisse accepter ainsi un truc qui était de la pure manipulation mentale, etc. Et vraiment, l'autre l'avait dit c'était trop lourd, donc c'était... Voilà, bon. Évidemment, quand le livre a été publié, tu vois, voilà, c'est trop lourd, ça ne sera jamais publié. Alors, dans les moments un peu compliqués de cette période-là, il y a le fait ensuite, une fois que j'avais fait toutes les corrections, de l'avoir envoyé une première fois à 10 éditeurs. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que je n'avais pas envoyé le manuscrit, parce que je savais que si j'envoyais le manuscrit tout seul, il ferait de la pile et tout. Je voulais créer une envie, une demande, donc j'avais fait une première page disant, voilà, je m'appelle Christian Lehmann, je suis médecin généraliste, je suis en train de travailler sur mon 2e roman, mais voici mon 1er roman. Et il y avait une 2e page qui était une espèce de pitch. Si vous avez raté le début, voilà ce qui se passe. Je tiens à votre disposition le manuscrit et tout. Mine de rien, en envoyant 10 trucs comme ça, déjà tu l'adresses à la personne qui devrait le lire, le nom du directeur éditorial, c'est pas avec un gros truc qu'il donne à la secrétaire, il l'ouvre, il le lit, et éventuellement, il va dire à sa secrétaire, vous appelez ce type et vous demandez, sur les 10, il y en a 8 qui l'ont demandé. Donc je suis allé le déposer, j'ai eu des refus parfois, les gens avaient été intéressés. J'ai eu 1 ou 2 refus qui ont fait vraiment mal, du style « Monsieur, vous êtes médecin, vous savez bien qu'on ne devient pas médecin simplement en saisissant un stéthoscope. De la même manière, on ne devient pas écrivain en prenant une plume et du papier. » Alors, quand c'est envoyé par le directeur des éditions Belfond, qui publie à cette rentrée littéraire 2 ou 3 premiers romans qui se vautrent totalement, alors que toi tu sautes par-dessus la balustrade et tu fais partie sur les 55 premiers romans des 6 premiers romans dont le tout Paris parle, il y a un moment de quand même bonheur intense, faut le reconnaître. Voilà. Alors, c'est le 8 de Pentacle. C'est une jeune femme qui tient dans sa main ce qui représente les pentacles, un truc rond. Ça ne me dit rien de particulier. Le chiffre 8 évoque la perfection, la fluidité.
Le 8 de denier évoque la productivité, la rigueur, la détermination, mais aussi le fait de travailler à ce qu'on aime et d'être récompensé pour son dur labeur. Enfin, elle peut évoquer l'harmonie et la richesse. Non, simplement, bon, j'étais médecin, donc j'avais un cabinet à faire tourner, j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup de sous, ma femme et moi, une petite fille, il fallait assurer le quotidien, hein, c'était pas Zola, mais c'était pas facile. Et donc le soir, quand je rentrais, parfois tard, j'aurais eu envie de faire autre chose que de... Et donc j'avais collé sur l'ordinateur, qui était un vieil Amstrad, j'avais collé un post-it, et sur le post-it, il y avait marqué « Ça ne s'écrira pas tout seul », qui résume une forme de philosophie. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas une question de... Je le dirais pas en termes, tu vois, héroïques, même si j'aime beaucoup l'idée du parcours du héros, etc. Je pense pas du tout que ça soit héroïque d'écrire. Je pense que c'est un travail, peut-être pas une ascèse, mais que ça demande beaucoup de rigueur et de tenir sur la durée. Avant toute chose, c'est tenir sur la durée. Et donc cette phrase, « It will not write itself », ça ne s'écrira pas tout seul, c'est le meilleur conseil que je pouvais me donner en tant qu'écrivain. Voilà. La carte, c'est le Page of Swords. Je ne sais pas comment page... Le valet, ouais, bien sûr, le valet d'épée. Une jeune femme, a priori, habillée de manière médiévale, qui tient une épée en main. Ça ne m'évoque rien de particulier, mais ça ne m'évoque rien de particulier, parce que la question ne m'évoque rien de particulier. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet d'épée évoque ainsi un étudiant ou un inventeur, quelqu'un en apprentissage ou qui vient d'innover. La carte peut aussi faire référence au manque de confiance et à un besoin de persévérer pour s'accomplir. Alors à un moment où j'aurais pu abandonner, non, je pense pas, mais en fait, moi je dirais que la vie d'écrivain est une succession de frustrations et d'échecs. C'est-à-dire que tu écris, c'est parfois pénible, tu es tout seul en fait, il n'y a pas de pom-pom girl derrière pour... Donc t'écris, t'avances, finalement tu le donnes à ton éditeur. Si tu as la chance, comme moi, d'avoir déjà été publié, d'avoir des éditeurs qui t'attendent, c'est évidemment plus facile que si tu es un Mister ou une Miss Nobody. Mais de toute façon, au bout de 48 heures, tu commences à regarder, trouver le temps long, 3 jours, 4 jours, au bout de 5 jours, tu es en train de bouffer le papier peint sur les murs en disant « mais pourquoi il ne me rappelle pas cet enfoiré ?» Et quand au 7e ou 8e jour, ton éditeur t'appelle pour te dire « oui, écoute, je t'appelle parce que je sais que le week-end va venir, j'aurais dû t'appeler avant. Oui, j'ai lu, c'est vachement bien et tout. » Tu as un moment de... Tu vois, tu te liquéfies à chaque fois parce qu'en fait, tu as mis des mois de ta vie, de ton travail, entre les mains de quelqu'un et c'est comme les rites de passage, ton âme est jugée en fait, c'est toi qu'on juge. Et si parfois les gens n'aiment pas, c'est très compliqué. Ensuite, tu es publié et ton bouquin peut tomber au mauvais moment pour telle ou telle raison, etc. Ne pas avoir de presse, ne pas être vendu. Et donc, tu restes avec cet échec, cette souffrance, parce que tu as espéré que ça soit lu pour avoir du succès, pour gagner un peu d'argent, bien entendu, mais aussi parce que tu as l'impression d'avoir donné quelque chose au monde et que tu voudrais que voilà. Donc ces moments-là, et moi j'ai écrit une vingtaine de livres, je pense au total, parfois c'est des petits livres pour enfants, parfois c'est beaucoup plus long. Ces moments-là sont des moments qui sont extrêmement pénibles, extrêmement douloureux. Et tu te poses la question de pourquoi tu fais ça. De la même manière, il y a le côté, tu es invité, tu vas dans des salons littéraires. Ok, bon, tu vas dans des salons, en fait la plupart du temps c'est des foires au jambon. C'est-à-dire tu montes dans le train, tu arrives dans une ville de province, tu es dans ton Novotel, tu te retrouves à boire du champagne le soir d'inauguration et manger des cacahuètes. Et puis le lendemain, tu es derrière ta pile et il y a un côté profondément humiliant à être derrière une pile de livres. Alors il y a ceux que rien n'arrête qui sont là à faire le chaland et tout, il y a ceux qui font autre chose comme moi parce que c'est... Voilà. Et puis le milieu littéraire, c'est un milieu que je recommande pas à mon pire ennemi.
Je veux dire, c'est qu'au bout de 35 ans ou autre et tout, mes amis se comptent sur les doigts d'une main, je pense. Alors que par exemple, dans le milieu du GN, je te dirais que si je commence à faire la liste des gens que j'aime bien et qui sont mes amis, voilà, ça se compte en dizaines ou une centaine facilement de gens avec qui j'ai partagé quelque chose, avec qui, si je vais dans une ville où ils habitent, ben, j'ai envie d'aller manger avec eux, dîner avec eux, les voir et tout. Les écrivains, enfin, oui, je pense qu'il y en a 5 ou 10 avec qui j'ai envie de passer un moment. Typiquement, ce sont des soirées où tu es dans des restos, où tu manges avec des gens, où tu es fatigué de ta journée, donc tu bois un peu, tu manges, etc. Ça refait le monde jusqu'à un peu tard et tout, et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui naît de l'ordre d'une forme de camaraderie et tout. Et puis tu vas les voir sur un salon dans une autre ville 3 semaines après, et ils vont te croiser la plupart d'entre eux vont te croiser sur le quai de la gare comme s'ils ne t'avaient jamais vu. Sauf si tu es passé chez Pivot à l'époque, ou c'est vrai que voilà, si tu es bankable, ça va aller. Donc c'est vraiment un... Et puis, il y a les moments, tu vas parfois dans des émissions, il y en a qui sont vraiment bien, et puis parfois tu vas dans des émissions et tu as l'impression de prendre un bain de merde. Une fois, j'ai fait une émission de Ruquier, qui était alors à la radio à Europe 1, et il n'y a rien eu d'extraordinaire. Mais c'est probablement le seul bain de merde que j'ai pris de ma vie. Voilà. Alors, c'est la tempérance. Il y a une tour dans le fond, une sorte de désert, et devant, il y a une très grande femme brune avec des ailes comme un démon ou un ange. Probablement un démon puisqu'elle a des cornes sur la tête. Et elle tient 2 coupes avec une espèce de fumée qui va d'une coupe à une autre. Voilà, ça ne m'évoque rien de particulier. La tempérance est une carte qui invite à trouver l'équilibre. C'était l'arcane de l'union des contraires, l'homme et la femme, le bas et le haut, le ciel et la terre. Elle incarne un voyage spirituel pour atteindre la paix de l'esprit. C'est aussi une carte qui invite à mettre de l'eau dans son vin et à savoir prendre du recul. Bah écoute, on est en 1988, on doit être au mois de mars. Et le livre a déjà été envoyé une première fois à une dizaine d'éditeurs qui l'ont envoyé. Donc je l'ai renvoyé à une dizaine d'éditeurs à nouveau. J'ai eu une touche peut-être, mais sans plus. Et les presses de la Renaissance, qui aujourd'hui sont des éditions plutôt religieuses, mais à l'époque pas du tout, ça s'appelle juste les presses de la Renaissance, qui fait partie du groupe Belfond, où M. Belfond m'a dit que ce que j'écrivais en gros c'était de la merde. Mais les presses de la Renaissance, il y a un type qui est journaliste à l'Observateur, au Nouvel Observateur à l'époque, Bernard Géniès, qui a été mon premier lecteur et qui me dit moi j'ai beaucoup aimé, ça a plu à la directrice de la boîte, Fabienne Delmotte, moi ça m'a plu. Il y a une troisième personne qui doit le dire, c'est Tony Cartano, qui est écrivain lui-même. Mais Tony, je pense que ça lui parlera parce qu'il aime beaucoup l'Angleterre. Bon. Mais il va vous appeler. Il va vous appeler dans les jours qui viennent. Donc juste, je vous appelle, ne signez pas avec quelqu'un d'autre si vous avez d'autres... Je dis, ah bah oui, j'ai d'autres pistes, mais bon, j'attends. Et il devait, je crois, me rappeler avant le vendredi soir. Donc les jours passent, 3 jours, je suis au cabinet, et puis la nuit tombe, je vais pour aller fermer les volets avant de partir, et je me dis, je ne peux pas continuer à attendre comme ça. Il m'avait dit vendredi soir, je vais appeler, quoi. Donc j'appelle la maison d'édition, il devait donc être 18h passées, et j'ai quelqu'un qui me dit, attendez, je vais voir si M. Cartano est toujours dans son bureau. Et elle me dit, ah, il était en train de partir, mais il revient, je vous le passe. Et moi, dans mon cabinet médical, assis à mon bureau, mais vraiment tremblant, j'étais tellement liquéfié de trouille que j'ai glissé par terre. C'est-à-dire que j'étais comme ça et je me suis retrouvé à genoux avec le téléphone. Là. Et donc je téléphone,
Christian Lehmann, oui, c'est Tony Cartano. Bien écoutez, j'ai lu votre manuscrit et il faudrait qu'on se voie. Et dans Brasil, le héros, tous les jours, dans la pièce où il est, sa pièce de bureau, les murs se rapprochent de son bureau. Et c'est la sensation que j'avais depuis 3 ans que j'étais médecin généraliste. Je n'étais plus à l'hôpital avec le côté un peu exaltant qu'il y avait dans le service de réanimation. Je soignais des gens, ça n'a rien de... Enfin, c'est très bien de soigner, mais voilà, je soignais des rhinopharyngites, des angines, un infarctus de temps en temps, mais voilà, j'étais dans le truc. Et j'avais l'impression, je me disais, mais je vais m'étioler, dans 30 ans, je serai encore là, dans cette pièce toute petite, les murs. Et à ce moment-là, j'ai une image dans la tête, ça m'arrive rarement, mais j'ai une image dans la tête, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que les murs reprenaient leur place, etc., et qu'un univers nouveau s'ouvrait devant moi. C'est-à-dire que je voulais être médecin pour pouvoir être dans la société et y être utile, mais si je n'avais été que médecin, je pense que j'aurais eu du mal à m'exprimer, à exprimer ce que j'étais en fait. Et donc, ce moment-là est un moment super important. Ce moment, entre le moment où la secrétaire chope Tony qui va partir et qui se dit « Ah oui, c'est le jeune Lehmann, il faut quand même... » Et il revient en arrière parce que lui-même est écrivain et qu'il sait ce que c'est ce truc. Et ce truc, Christian Lehmann, oui, c'est bien. Bien écoutez, je crois qu'il faudrait qu'on se voie. Parce qu'il ne dit jamais « je vais vous publier », il dit « il faudrait qu'on se voie ». Mais ça me suffisait, moi, qu'on se voie. Alors, c'est l'As de Pentacle. Il y a un jardin, au fond de ce jardin, il y a une porte qui est ouverte pour en sortir, et devant, il y a une main qui tient un orbe lumineux. Ça ne m'évoque rien de particulier. L'As de denier évoque le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste, mais aussi les opportunités à venir. C'est donc une carte de stabilité qui porte ses fruits. Sinon que peut-être, en fait, il y a un chemin, et ce chemin, il se poursuit malgré la haie et malgré la porte, et c'est le même chemin avant et après. Et donc, si j'avais à répondre au vu de ce que tu m'as posé comme question, je te dirais qu'il n'y a pas de retour en arrière, parce qu'il n'y a jamais de retour en arrière dans la vie, on fait qu'avancer, mais c'est le même chemin, et il n'y a pas une partie du chemin qui serait dans la lumière. Je suis écrivain, je suis invité chez Pivot, j'ai vendu 350 000 exemplaires, et une partie qui serait dans l'ombre. Je suis Christian Lehmann, je suis généraliste dans une petite ville de la région parisienne et je fais des consultations au tarif sécurité sociale. Non, je pense que c'est une continuité. Et qu'en fait, il n'y a pas de passage dans la lumière. Il y a des moments où tu profites de certaines choses et puis ensuite ça s'arrête et tu continues à avancer. Il y a beaucoup plus de moments dans ma vie où j'ai oublié que j'étais écrivain que de moments où je me suis dit je suis écrivain. Parce qu'il y avait des moments où j'écrivais pas. Enfin, de toute façon, moi, je me présente pas comme écrivain. Si je me trouve parmi des gens, etc. et tout, qu'est-ce que vous faites? Je suis ou j'étais médecin généraliste, ou je m'occupe de ça, etc. Mais je veux dire, tu sais, c'est dans Game of Thrones que le jeune roi Lannister, celui qui est complètement taré, gueule « I am the king, I am the king !» Et son grand-père Tywin dit celui qui est obligé de dire qu'il est le roi, il n'est pas le roi. » Donc tu dis pas « je suis écrivain ». Soit les gens savent parce qu'ils t'ont lu, ils ont lu, soit ils savent pas. Et c'est pas en leur disant « je suis écrivain » que ça va faire quelque chose. Ils vont penser que... Voilà. Donc moi, je me considère pas comme un écrivain. Ça ne m'intéresse pas. Je me considère plus comme un rôliste ou un géniste qu'un écrivain. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je pense que c'est vrai, vraiment. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un lien entre les trois, hein, évidemment. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, etc. Mais j'ai beaucoup appris du jeu de rôle pour écrire.
Ça m'a ensuite aidé énormément pour le GN et ça m'a aidé à mûrir des choses. Mais moi, voilà, je peux dire que je suis rôliste ou je peux dire que je suis GNiste. Je ne vais pas me pousser du coude en disant que je suis écrivain. Maintenant, si quelqu'un vient me voir en disant, bon, je sais pas, là j'étais aux Utopias, le festival de science-fiction, il y a une jeune femme qui vient et qui me dit, j'ai 38 ans, il y a 26 ans, j'en avais 12, j'ai lu votre livre. Et ça m'a fait un tel bien, je m'en souviens encore maintenant, parce que j'étais une jeune fille qui aimait les jeux vidéo et je me sentais en but à tout ce qu'on disait des jeux vidéo à l'époque, etc. En plus, j'étais une fille, j'avais pas le droit et tout. Et je me suis dit, quelqu'un m'a dit que c'est normal, qu'on peut y réfléchir, qu'on peut parler de choses, de politique, d'histoire à travers ça. Quelqu'un comprend ce que je ressens et donc je viens d'apprendre que c'est une trilogie qu'il y en a 2 autres, donc je vous les rachète tous les 3 et puis vous les inscrirez pour mon fils qui est gamin, mais comme ça il les lira plus tard. C'est super émouvant. Je veux dire, c'est vraiment super émouvant de savoir que tu as vraiment aidé quelqu'un à un moment sur quelque chose qui t'est cher. Le rapport à l'imaginaire, le rapport à la création, au personnage, à « il était une fois ». Je me souviens quand mes gamins étaient petits, il y avait des livres pour enfants qui étaient des petits livres avec des pages des pages longues et des pages plus courtes. Donc on voyait, et puis on voyait des choses cachées derrière. Et en fait, il fallait leur raconter. Alors il y avait Monsieur et Madame Sorisseau qui se perdaient dans la forêt, etc. Il y avait une phrase à un moment, et donc tu tournais, et tu voyais que dans le bosquet, il y avait des yeux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans l'obscurité, les regardaient 2 yeux brillants et jaunes. Et aujourd'hui, mes enfants, ils ont 30 ans, et on rigole toujours avec 2 yeux brillants et jaunes. C'est ce truc que tu racontes une histoire et tu fais naître une émotion avec des mots, je trouve ça énorme. Et je trouve ça énorme en écriture, mais il y a un côté assez solitaire. Et je trouve ça énorme en jeu de rôle et encore plus en GN, parce que c'est sur le moment même que ça se crée et que tu es emporté toi-même par la création. Alors, Page of Pentacles, une jolie fille avec un sourire plutôt apaisé qui tient ce rond lumineux dans la main avec une expression de gentil amusement, d'apaisement. Le valet de denier, c'est mettre à profit ce qu'il a à portée de main. Il fait donc référence à de nouveaux projets, au désir, au fait d'être ouvert aux opportunités. C'est la carte du sens pratique. Écoute, je vais dire que j'ai peut-être eu le cul bordé de nouilles parce qu'il n'y a pas eu d'épreuve. Enfin, il y en a eu, mais les épreuves, c'est quoi? C'est des livres sur lesquels tu as trimé pendant des semaines ou des mois et ça se passe pas bien et le livre ne connaît pas le succès ou voire est un échec. Ce sont aussi, surtout dans le domaine de la télévision ou du cinéma, des choses sur lesquelles tu travailles longtemps, un scénario tiré d'un bouquin ou un scénario original, et tu taffes, etc., et tu essayes d'avancer, et on te dit oui, mais vous comprenez, là, avec les moyens qu'on a avec la télévision française, même avec Netflix, etc., on ne pourra pas, donc tu rabats un peu le truc, et tu te retrouves à discuter le bout de gras et à tailler dans la chair de ton projet, éventuellement jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à rien. Et ça, je ne supporte absolument pas. Et peut-être que ce qui a fait de moi l'artiste que je suis, mais vraiment, c'est des mots que j'utilise, tu vois, avec le sourire, c'est juste qu'à un moment, tu te dis, mais les gars, c'est votre merde, c'est pas la mienne. Mon histoire, c'est celle-là. Vous n'avez pas la carrure, les épaules pour le faire? Ben, je me barre comme un prince. Et je me barre vraiment comme un prince. Ça ne m'intéresse pas, votre truc. Évidemment que j'ai envie de gagner de l'argent avec un petit peu, mais au final, l'important, c'est que moi, j'ai créé cette histoire. C'est mon histoire, sont mes personnages. Et je reviens au GN, je reviens au jeu grandeur nature. Quand j'ai réalisé le travail de fond que font les organisateurs avant pour que nous, on puisse se prendre un kiff extraordinaire pendant 2 jours ou 3 jours,
l'abnégation qu'il faut pour le faire, éventuellement le refaire, etc. Et tout. Je viens de dire, c'est de l'art pur, c'est de l'art brut. Il n'y a pas d'échange financier. On paye une participation aux frais qui est absolument risible par rapport au travail qui a été fait. C'est même pas par rapport au travail. C'est parce qu'il faut louer un lieu, qu'il faut payer un truc. Mais ça, c'est de l'art. Et donc, pas, tu vois, je suis un artiste. C'est, j'ai envie de dire, on est tous des artistes. On échangeait, tu me dis, on parle du parcours du héros, mais c'est pas pour dire que l'artiste ou l'écrivain est un héros, c'est que tout le monde est le héros de sa propre histoire. Bah, tout le monde est un artiste. Enfin, les gens qui, enfin, voilà, on joue ce qu'on crée, c'est un truc unique à chaque fois. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie, quand j'écris un scénar, etc., j'ai envie que ça soit unique pour les gens qui le lisent, qui se sentent enthousiasmés. Et je préfère qu'ils le lisent en me disant, putain, mais c'est génial, mais pourquoi ça n'a pas été tourné ? Et que je leur dise, ça n'a pas été tourné parce que personne n'en a vu le truc ou la carrure et tout. Mais dans ta tête, il est en train de se tourner au moment où tu le lis. Et pour moi, déjà, c'est bien. Vraiment, ça me suffit. Oh, jolie, l'ermite, une femme, elle a l'air un petit peu méprisante, dans une très belle cape rouge qui semble avancer peut-être dans une caverne, je ne sais pas, et qui tient une lampe allumée. Bah écoute, elle montre le chemin et elle montre la lumière, etc. Mais moi, j'ai pas de chemin ni de lumière à montrer, donc ça ne me dit rien. L'ermite évoque une figure sage qui nous guide dans l'obscurité. C'est une carte de crise, elle parle d'un voyage intérieur et du fait de se confronter à ses propres ténèbres. L'ermite peut autant faire référence à la solitude et l'isolement qu'à un mentor qui vous aide à surmonter une épreuve personnelle ou au contraire un père absent ou froid. Mon souci, c'est que moi, oui, j'ai sûrement envie de transmettre des choses, mais j'aurais du mal à te dire si c'est mon parcours d'écrivain, mon parcours de médecin qui se sont mêlés, etc. Et tout. Je pense que j'ai appris des trucs basiques. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que les gens sont leur propre pire ennemi. En tant que médecin, j'ai vu de très nombreuses fois des gens finir par sortir ce qui les fait souffrir depuis des années, la manière dont ils sont culpabilisés sur un truc, etc. Et de réaliser qu'ils ont été leur propre pire ennemi. Ça, c'est un truc qui m'a énormément frappé. Au-delà de ça, il y avait un écrivain de droite, Sébastien Lapaque, qui dans le Figaro était un de mes meilleurs lecteurs, et qui un jour a dit quelque chose, il faudrait qu'on retrouve le truc qu'il a dit, qu'en gros, qu'à travers des romans assez organiques, assez violents, assez charnels et durs, Christian Lehmann laisse apparaître chez ses personnages, à travers une déchirure, ce qui pourrait bien s'appeler une âme. Et je me souviens plus de la phrase, et je me dis, mais c'est exactement ça que j'essaye de faire. Et parce que je vais y retourner en GN, il m'est arrivé de jouer un médecin eugéniste proche du maréchal Pétain, je veux dire un personnage visqueux, immonde, etc. C'est même pas ce que j'essaye de faire, parce que quand je suis en GN, je n'ai aucune intention. Comme quand j'écris d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de dire « Regardez, ça c'est bien, ça c'est mal ». Je fais vivre les personnages. J'essaye de mettre à nu ce qui est caché à l'intérieur d'eux-mêmes. J'essaye de mettre à nu leur âme. Et ça ne veut pas du tout dire le cliché de rendre ce personnage abject sympathique. Non, le mec, il est abject, il est abject. Mais tout en étant abject, c'est un être humain. Toi ? Alors, c'est le 3 de coupe. Il y a 3 chats noirs avec 3 coupes, cette espèce de tentacules noirs derrière eux. Il y a un feu. C'est assez... ça fait très sorcellerie. Voilà ce que je peux dire. Le 3 est le chiffre de la créativité et de la fertilité. Le 3 de coupe est une carte de réjouissance. Elle symbolise les retrouvailles entre amis, les projets communs, un temps de bien-être et de guérison.
D'accord, bah j'avoue que ça aurait pas été, quand je vois la carte, ma première définition. Tu vois, c'était plutôt quand est-ce qu'on te tue et qu'on boit ton sang. S'amuser comme une autre. Oui. Oui. Je suis passé par plusieurs phases. J'ai été ce jeune garçon qui voulait être Dieu et créer des mondes. J'ai été ce jeune homme qui choisit de ne pas devenir écrivain parce qu'il n'a rien à dire. J'ai été ce jeune étudiant en médecine qui écrit des petites histoires, des petites nouvelles, sans savoir qu'en fait il inscrit sur le papier des choses qui sont des idées qui donneront des romans par la suite. En fait, qu'il évite que ça s'en aille, en n'écrivant pas des notes dans un carnet, mais en écrivant des petites nouvelles qui deviendront des romans. J'ai été un jeune médecin qui se désolait de ne pas gagner d'argent dans son cabinet et qui se disait mais au moins j'ai du temps libre, mais je peux me faire un ulcère ou essayer d'écrire un roman. J'ai été ce jeune écrivain encore, puisque j'avais 32 ans, qui publie La Folie Canoë, qui se retrouve dans avec des papiers dans tous les journaux, puis qui écrit un livre qui s'appelle La Tribu et qui est immédiatement porté au cinéma, malheureusement par Yves Boisset, mais avec George Wilson, Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Bisson, des excellents acteurs que j'ai pu croiser à ce moment-là et dont j'ai pu pour certains devenir l'ami pendant un temps parce que voilà, le hasard nous a mis ensemble. J'ai été ensuite on va dire un écrivain d'âge mûr qui a connu certains succès et des désillusions avec des livres qui parfois fonctionnaient pas alors qu'ils m'avaient vraiment amené très très loin dans le désarroi personnel. J'ai écrit un livre qui s'appelle toujours L'Évangile selon Caïn, qui était si dur, qui se passe en Colombie, qui était si douloureux que j'ai eu l'impression à l'époque de passer 3 ans dans une fosse septique et qui s'est vautré totalement alors que je pense que c'est un grand roman. J'ai été toujours un écrivain d'âge mûr qui a écrit un livre pour la jeunesse, écrit avec assez de facilité, qui est devenu un best-seller international et qui m'a fait vivre, et qui nous a fait vivre avec ma famille pendant 15 ans. Puis j'ai été un écrivain qui a avancé en âge et qui a vu le monde de l'édition se refermer devant lui. Je me souviens que j'ai écrit un livre sur l'affaire du Rainbow Warrior et il y a quelques années, il y avait je crois le 30e anniversaire du truc et je me rends compte que le livre n'est plus disponible, donc il faudrait le retirer. Normalement, l'éditeur doit te dire on n'a plus d'exemplaires, on doit le retirer. Et Edoui Plenel, qui avait travaillé sur cette affaire et qui était un ami, m'a dit mais moi je te fais la préface. Si il y a une réédition, je te fais la. Donc on avait une raison de le sortir, on avait une préface d'Edoui et tout. Et en fait, ils ont calculé. En gros, c'est clair, hein, c'est comme Hitler quand on lui a dit que le pape n'était pas en accord avec ce qu'il faisait. Il a dit le pape combien de divisions. Et là, tu dis c'est Lehmann combien de divisions. Ok, c'est un auteur qui a maintenant 50 ans, qui n'a pas fait de best-seller depuis des années, qui n'a pas de truc, qui passe pas à la télé. Donc je me suis vu, entre guillemets, disparaître de ce monde-là. Ça ne m'a pas empêché de continuer à avoir envie d'écrire, parfois écrire des gros livres. Je travaille sur un livre sur la guerre d'Espagne, sur lequel je travaille depuis des années, et qui sera probablement mon magnum opus, mais tu vois, j'ai 280 pages et il y en aura facilement 1000. Je suis allé jusqu'à Barcelone avec le fils de George Orwell et le fils de George Cobb, son capitaine d'infanterie à l'époque, pour visiter les lieux, pour m'imprégner de ça. Ma femme me dit en rigolant que j'ai la plus grosse bibliothèque privée sur la guerre d'Espagne avec des textes en espagnol, en russe, en français, en anglais. En fait, je traite la guerre d'Espagne. Je ne sais pas si tu as vu True Detective avec Matthew McConaughey, mais à un moment, et comme souvent dans les films, le détective complètement barré qui depuis des années est sur un cold case qu'il n'arrive pas à résoudre, ouvre la porte de son garage et tu vois qu'il y a un énorme tableau avec des photos, des machins, des trucs, etc. Ben moi, c'est ce que je fais avec la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'est un meurtre à ciel ouvert avec Joseph Staline en leader d'un côté et Franco de l'autre. Et j'essaye de traiter ça et de retrouver et de le retranscrire en montrant que les gens qui traversent ça, qui ont des noms qui sont célèbres, George Orwell, John Dos Passos, Ernest Hemingway, mais aussi des gens beaucoup moins connus,
qui sont considérés comme des icônes ou des gens qui traversent ce moment spécifique de la vie sont avant tout des êtres humains et qu'ils restent humains jusque dans la barbarie de ce qu'ils vivent. Donc moi, je travaille là-dessus. Donc j'ai des projets et le fait donc de ne plus être un écrivain bankable ne me gênait pas pour avoir des projets, puisque l'important c'est que ça existe et que ça soit écrit. Et puis il s'est passé plein de choses. Il y a eu le journal de pandémie de Libération qui m'a amené à écrire tous les jours, à travailler, à être beaucoup lu, qui va sortir en mars 2022 donc aux éditions de l'Olivier, et qui d'un seul coup a fait que des gens, entre autres dans le milieu de l'édition, se sont rappelés que j'étais écrivain. Et donc, si j'avais à clôturer sur quelque chose, c'est que, je t'ai dit, moi je ne me sens pas écrivain la plupart du temps. Et donc, comme je ne me sens pas écrivain, je ne disparais pas intérieurement et intellectuellement quand le monde de l'édition m'oublie. Mais par contre, ce que je suis, c'est quelqu'un qui écrit des histoires et qui vit des histoires. Donc, que ce soit en parlant à mes enfants, ou plus tard à mes petits-enfants, des yeux brillants et jaunes, que ce soit en écrivant, que ce soit en faisant du jeu de rôle, ou que ce soit en faisant du GN, ce que j'ai envie de faire dans les années qui viennent, c'est ça. C'est créer des histoires, dire quelque chose de l'humain avec d'autres, quand on le peut de manière collaborative, quand on joue. C'est tout ce que je nous souhaite. Cette 4e émission est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette rencontre avec Christian. Si je savais déjà que c'était un auteur, je retiens désormais que c'est aussi un conteur de premier ordre. Bien qu'il le connaissait, le tarot ne l'a pas du tout inspiré. Je pense qu'on touche typiquement ici à la différence entre apprécier une œuvre et être vraiment touché par elle. Si Christian était sensible à la beauté des dessins, j'ai le sentiment que le Darkwood ne résonne pas en lui, peut-être justement à côté de son aspect très princesse Disney. Pour un artiste, il est amusant de constater que le tirage ne contient aucune carte de la famille des bâtons, très liée à la création. Et qu'au contraire, les épées et les deniers prédominent, comme pour marquer le côté très pragmatique de Christian. Assez peu d'arcane majeur également, mais un beau soleil qui illumine ce parcours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des épisodes, et je vous souhaite une bonne fin d'année. J'ai déjà pas mal d'idées pour 2022, mais n'hésitez pas à partager les vôtres avec moi en commentaire pour que nous construisions cette aventure ensemble. D'ailleurs, je viens enfin d'ouvrir une page Facebook. Ce sera un bon moyen de pouvoir échanger ensemble sur ce qui vous plaît dans l'émission et ce que vous en attendez. Comme toujours, vous trouverez tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous à dans un mois.